L'Inde, ou devrait-on plutôt dire aujourd'hui le Bharat, est la plus grande démocratie du monde et elle est en pleine période d'élection. 969 millions d'Indiens ont le droit de voter. Le vote se déroule en 7 phases depuis le mois d'avril. Le Bharatiya Janata Party, le BJP et le Premier ministre Modi souhaitent poursuivre leur politique d'équilibre dans un monde de plus en plus multipolaire. L'Inde, menée par les nationalistes, a mené un vaste programme de souveraineté économique, technologique et militaire, un plan d'autosuffisance nommé Atmanirbhar Bharat. La personne de Modi, figure incarnée de ce nationalisme hindou qu'on nomme l'Hindutva, suscite autant les craintes que les passions à l'international et particulièrement en Occident. L'Inde est une puissance continentale majeure sur le continent asiatique. C'est un pivot essentiel pour la diplomatie américaine face à la Chine et dans une moindre mesure face à l'Iran en mer d'Arabie. L'Inde est aussi un immense marché pour les entreprises du monde entier. Mais la tendance actuelle de la politique indienne laisse à penser que l'Inde de Modi, tout comme l'Iran, la Russie et la Chine avant elle, pourrait de plus en plus se distancer d'un monde occidental qui la critique sur le nationalisme hindou, ses débordements et surtout ses ambitions. Vous êtes sur Terra Bellum et aujourd'hui nous allons parler des élections en Inde, des élections qui pourraient tout faire basculer pour le pays entre la fin ou la continuité d'une politique nationaliste du BJP dont le chef de file, Modi, suscite autant les compliments que les craintes auprès de la communauté internationale qui voit apparaître un nouveau géant, mais aussi des minorités du sous-continent indien qui vont devoir s'aligner sur une politique d'uniformité pour que l'Inde devienne une superpuissance. Puisque nous parlons de citoyens et d'États, il y a aussi des réseaux criminels qui imitent à la perfection les institutions internationales ou gouvernementales et volent vos données utilisateurs. Tout passe par les mails, les messages de vérification et les liens de confirmation. 2 Français sur 3 ont déjà été victimes de cybercriminels en 2023. Se protéger des menaces en ligne et des escroqueries est essentiel et c'est là qu'intervient France Vérif. France Vérif vous propose un ensemble d'outils de cybersécurité qui surveillent le dark web pour détecter, alerter et bloquer les fuites de vos données sensibles qui pourraient mener à de l'usurpation d'identité et par exemple une fraude bancaire. Mieux vaut prévenir que guérir et c'est pourquoi France Vérif détecte également les piratages de comptes bancaires et vous protège des virus, malware, spyware, avertit des sites, notifications ou extensions frauduleuses et même des SMS et mails malveillants. France Vérif est disponible en tant qu'extension dans votre navigateur et comme application de bureau ou mobile sur votre smartphone, ce qui permet de se protéger sur l'ensemble de vos appareils et pour toute la famille puisque la protection inclut également 5 personnes. France Vérif propose une formule à abonnement mensuel ou annuel. Vous bénéficiez de 60% de réduction en cliquant sur notre lien en description. N'attendez plus, assurez votre sécurité dès aujourd'hui avec France Vérif. Le vote pour les élections générales en Inde a commencé le 19 avril et les résultats seront annoncés le 4 juin. Les élections détermineront la composition des 543 sièges de la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien. L'Inde suit un système électoral multiparti uninominal majoritaire à un tour. Pour la faire simple, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque circonscription l'emporte. Et pour obtenir une majorité, un parti ou une coalition doit donc obtenir au moins 272 sièges. Les principaux prétendants sont le Bharatiya Janata Party, le BJP, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, et le Congrès national indien, dirigé par Rahul Gandhi. Mais ce dernier parti est plus connu sous son nom de coalition, l'Indian National Development Inclusive Alliance, qu'on abrège tout simplement en India. En 2019, le BJP avait obtenu la majorité absolue en remportant 303 sièges à lui tout seul, c'est-à-dire sans même compter les membres de sa coalition. Le CNI, en revanche, n'avait remporté que 52 sièges. Le BJP et les mouvements nationalistes sont populaires en Inde, et s'ils restent au pouvoir après les élections en juin 2024, il faudra s'attendre tout naturellement à une continuité de cette politique interne. Une politique qui se concentre sur la création de l'emploi, la construction d'infrastructures et des politiques sociales parfois controversées à l'échelle nationale qui reposent sur l'influence traditionnelle des castes, en bref, la politique de l'Hindutva, ou plutôt la cohérence avec le projet d'une Inde autosuffisante.
Le CNI, lui, mise avant tout, en tant que parti d'opposition, sur la représentation de toutes les castes, avec la suppression du plafond de la discrimination positive pour les castes marginalisées et la protection des agriculteurs contre les fluctuations du marché avec une garantie d'achat de la part de l'État, sachant qu'en 2022, 64% de la population indienne était majoritairement rurale et principalement donc avait une activité agricole. Nous avons donc un BJP plus conservateur et nationaliste sur les normes sociales, nous allons le voir, mais aussi porté sur le développement urbain et industriel, là où le CNI se veut lui plus ouvert sur les minorités et porté sur une politique agraire protectionniste. Et le BJP a des tas de cartes à jouer, il est d'ailleurs particulièrement populaire auprès des femmes. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie générale, mais aussi de mettre l'accent sur l'autonomisation économique des femmes et l'emploi des jeunes. Des propositions cohérentes avec le développement d'une industrie manufacturière en Inde, une industrie qui générerait plus d'emplois ouverts aux femmes et réduirait également le chômage chez les jeunes. Il est très difficile d'établir des statistiques en Inde. Le chômage des jeunes a diminué ces dernières années, tout en restant relativement élevé. En particulier, parmi les jeunes urbains les plus instruits, avec des estimations variant entre 10 et 40% selon la source de données et le groupe d'âge spécifique. Concernant les femmes, le problème se pose là encore en milieu urbain pour les diplômés. Elles seraient au moins 29% à être au chômage. Mais qui dit industrie dit aussi flux de communication et logistique. Et c'est pourquoi l'autre penchant du programme du BJP est celui de développer les infrastructures en améliorant les autoroutes, les routes, les lignes de chemin de fer et l'approvisionnement en énergie dans divers états. L'objectif étant d'accroître la connectivité, rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement et tout en améliorant les conditions de travail, en plus d'attirer les investissements. Toujours dans le cadre de son ambitieux projet de développement économique autosuffisant. Et comme vous l'avez vu, le milieu rural représente encore la majorité de la population indienne et est donc au cœur des débats politiques. Une enquête récente du Centre d'études des sociétés en développement a mis en évidence que le chômage et la hausse des prix étaient les principales préoccupations des électeurs indiens. De nombreux jeunes sont aux prises avec le chômage, dans un marché du travail qui favorise toujours plus les travailleurs hautement qualifiés, voire surqualifiés. Dans les états agraires comme le Pendjab ou encore l'Uttar Pradesh, l'augmentation de la dette des agriculteurs et les manifestations ont créé aussi des problèmes qui persistent. Mais même si les élections se déroulent dans le contexte des protestations des agriculteurs, il est peu probable que les manifestations affectent de manière significative les perspectives électorales du BJP qui demeure favori. Certains agriculteurs approuvent les programmes d'aide sociale du BJP ainsi que la politique nationaliste hindoue. Le gouvernement Modi avait promis en 2016 d'augmenter les investissements dans le développement rural pour doubler les revenus des agriculteurs d'ici 2022. Ces mesures n'ont pu être que partiellement remplies compte tenu non seulement du contexte international, mais aussi du fait que le gouvernement mise sur une économie de marché et ne cédera probablement pas aux demandes d'un prix de soutien minimum. Cet argent serait, selon le gouvernement même, mieux investi dans les infrastructures ou l'industrie. Mais l'agriculture est toujours un secteur vital de l'économie indienne et le principal théâtre de la lutte politique entre le BJP et l'opposition du CNI. En 2020 et 2021, la majorité des agriculteurs protestataires étaient originaires du Pendjab, de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh, trois états qui sont politiquement importants au cœur de l'Indie. Le gouvernement Modi est conscient qu'il s'agit d'une faille à combler et a mis en place des programmes de soutien, notamment des subventions au logement. Il a fait des promesses de campagne pour le développement des infrastructures et des initiatives de bien-être qui ont trouvé un écho auprès de certains agriculteurs, même si le contexte international, et notamment la pandémie de 2020, n'ont pas permis au gouvernement de mettre l'ensemble en marche. Le BJP est aussi nationaliste. Or, l'échiquier politique et l'histoire de l'Inde sont totalement différents de notre conception de la politique en Europe et particulièrement en France. Si vous suivez le concept de nation, cela inclut normalement une uniformité. Cela ne colle pas du tout à l'Inde, qui est non seulement une fédération, mais compte en plus des centaines d'ethnies et de langues différentes. C'est ainsi que le nationalisme hindou du BJP agit en réformateur. Et il existe de nombreuses politiques gouvernementales
gouvernementale controversée en Inde initiée par le BJP. La plus connue est la fameuse One Nation, One Election, une nation, une élection. Un projet initié en 2023 qui vise à terme à unifier le processus électoral de la Lok Sabha. Plutôt que d'étaler le vote sur plusieurs mois pour chaque sujet de la fédération, le BJP proposerait ici un vote à l'échelle nationale faisant fi des sujets et lors d'une seule journée. Mais la réforme la plus importante qui est en cours est le Code civil uniforme qui pourrait attiser les divisions politiques et les tensions intercommunautaires. Le BJP promet de poursuivre la mise en œuvre du Code civil uniforme s'il remporte les élections. Ce code vise à remplacer les lois personnelles religieuses par des lois communes unifiées par le pouvoir central. Ces lois interdisent par exemple la polygamie ou le mariage des enfants, l'établissement d'un âge minimum du mariage pour les filles, l'uniformisation des procédures de divorce ou l'élaboration de lignes directrices sur les droits d'héritage et de propriété. Nous sommes là encore dans ce qui fait la popularité du BJP, que ce soit auprès d'une bonne partie de l'électorat féminin, mais aussi pour les Indiens désireux d'uniformiser les codes du pays et de briser les milliers de barrières qui, si elles sont caractéristiques de l'histoire du sous-continent indien, freinent aussi son développement sur le long terme. Inversement, de nombreux groupes musulmans conservateurs perçoivent le code civil uniforme comme un code hindou, imposé de manière universelle qui enfreindrait les lois et les traditions islamiques déjà existantes. On en vient à un autre défi pour le BJP. Ce sont les divisions politiques et les tensions intercommunautaires en Inde où les critiques accusent le gouvernement de Modi de promouvoir un programme nationaliste hindou et de discriminer les citoyens musulmans, mais in fine de discriminer l'intégralité des minorités ou particularismes régionaux qui composent le territoire indien. Certains États avec une identité plus forte comme le Bengale occidental ou le Tamil Nadu se sont par exemple opposés à la mise en œuvre du code. Le BJP séduit donc des partisans réformateurs au sein de l'intégralité du sous-continent indien, et ils ne sont pas tous exclusivement hindous. En mars 2024, le gouvernement a établi une voie accélérée vers la citoyenneté indienne pour les minorités religieuses persécutées. Cela comprend les hindous, mais aussi les sikhs, les bouddhistes, les jains, les parsis et les chrétiens qui ont fui l'Afghanistan, le Bangladesh ou le Pakistan pour se rendre en Inde avant 2015. La législation, vous le voyez, exclut d'office les musulmans et désigne même les puissances hostiles pour l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, l'Afghanistan. Et cela pourrait sembler anodin, mais c'est le premier cas depuis l'indépendance de l'Inde où la religion est explicitement employée comme critère de citoyenneté dans la loi indienne. Dans le même temps, le gouvernement a débuté une mise à jour historique du registre national des citoyens pour documenter tous les citoyens légaux et illégaux en Inde. La tâche est bien sûr pharaonique, mais les critiques soutiennent que la mise à jour du registre, associée à la nouvelle loi sur la citoyenneté, pourrait rendre de plus en plus les musulmans indésirables et vulnérables en Inde. Notez que ces réformes interviennent aussi au même moment de la déliquescence de l'autorité au Pakistan, une déliquescence qui convainc l'Inde de l'incapacité du Pakistan à engager une guerre, par exemple dans la province contestée du Jammu et Cachemire, mais qui fait craindre au gouvernement indien des débordements islamiques sur sa frontière occidentale. Selon un récent sondage d'opinion, India TV CNX, le BJP devrait à lui seul obtenir 342 sièges, là où 272 sont nécessaires pour avoir une majorité simple. Ce serait ici plus qu'en 2019, et cela révélerait l'approbation de la politique du BJP et l'efficacité des réformes sociales, économiques et juridiques pour uniformiser le Bharat et lui donner une place sur l'échiquier mondial à long terme. Dans le cas peu probable où le BJP ne parviendrait pas à atteindre le seuil de 272 sièges, il pourrait tout de même se tourner vers l'Alliance démocratique nationale, une coalition de partis nationalistes dont le BJP est à la tête et qui comprend le Shiv Sena et le Janata Dal United. Les deux partis ont l'habitude de rompre et de rétablir les liens avec le BJP en raison de leur point de vue idéologique divergent sur la laïcité et leur perception de l'hindutva. Dans le cas où le BJP et l'Alliance démocratique nationale ne parviendraient pas à contrôler 272 sièges, ils pourraient là encore s'associer à des partis régionaux à tendance nationaliste hindoue tels que le Parti national du peuple ou encore le Biju Janata Dal pour former un gouvernement de coalition.
Mais cela pourrait aussi être le début de la fin pour le BJP, qui se retrouverait à jongler avec les différentes priorités de la coalition et peinerait à réussir son objectif ultime, celui de toujours plus unir le Bharat sous une même bannière pour en faire une superpuissance. Dans le cas où l'opposition l'emporte, celle-ci s'efforcerait de renforcer la laïcité. Mais attention, on parle bien de laïcité à l'indienne, c'est-à-dire un laisser-faire vis-à-vis des autres régions, en plus de faire reculer les politiques nationalistes hindous. L'objectif étant de séduire les castes marginalisées et les minorités qui voient d'un mauvais œil la politique nationaliste de Modi. Le programme d'aide sociale de l'India vise aussi à séduire les plus pauvres avec des mesures comme l'accès à l'électricité gratuite. Mais une victoire de l'India est peu probable, pour les mêmes raisons. Le parti se veut l'héritier de la politique de Gandhi, mais peine à se renouveler au XXIe siècle. Le parti est victime d'une trop forte division interne, devant jongler avec les minorités musulmanes et leurs votes contestataires, mais aussi les questions agraires en passant par des politiques socialistes au bénéfice des plus pauvres. L'India brille aussi par l'absence d'un leader charismatique, capable de peser face à Modi. Et d'ailleurs, le taux de pauvreté a été plus que divisé ces dernières décennies. Un résultat à mettre au profit du BJP qui, par ses ambitions et ses rêves de grandeur pour le Bharat, semble bien séduire toujours plus d'Indiens. Modi et le BJP auront-ils l'approbation pour poursuivre leur politique nationaliste au Bharat? Les minorités religieuses et les particularismes pourront-ils faire front face aux ambitions centralisatrices des nationalistes indiens? L'India arrivera-t-il à se constituer en une véritable opposition malgré une forte diversité des mouvements de contestation? Nous le verrons dans les prochains mois. Remercions encore une fois France Vérif, le sponsor de cette vidéo. Bénéficiez de 60% de réduction en cliquant sur notre lien en description et découvrez les différentes formules à abonnement mensuel ou annuel. N'attendez plus et assurez votre sécurité numérique dès aujourd'hui avec France Vérif. Merci encore à tous pour votre fidélité et à la prochaine.